Bonjour à tous. Bonjour aux personnes qui sont sur Teams. Je vais vous demander de faire juste de lever la main ou bien de mettre un commentaire si vous m'entendez bien et puis si vous voyez bien la présentation. Oui. Ok, c'est bon. Donc, tout le monde. Ok. Oh, ils n'entendent pas en ligne. Je m'excuse. Donc, vous n'avez pas entendu toute la belle présentation que j'ai faite de moi-même. Oh my God. Donc, je vais reprendre. Je m'excuse, moi j'aime bien me balader pour faire des présentations, mais là aujourd'hui, il va falloir rester à son micro. Donc, je vais faire ça. Donc, moi, c'est Christine Conan, propriétaire de Cassé Consulting. Ça, c'est pour les personnes en ligne que je répète rapidement. Donc, je suis une professionnelle de la finance et une comptable. Ça fait 5 ans que mon cabinet existe. On est spécialisé dans la fiscalité des particuliers, des étudiants, les salariés, les travailleurs autonomes et aussi des sociétés. Depuis maintenant 5 ans, nous avons un mandat avec l'Université d'Ottawa pour produire les déclarations d'impôts des étudiants de l'Université d'Ottawa. Donc, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des étudiants et puis de répondre à leurs questions. Pendant la présentation, si vous avez des questions, si vous voulez comme faire des commentaires, n'hésitez surtout pas à les faire dans le chat.
pour les personnes en ligne, juste lever la main et puis on pourra avoir un très bon moment de partage. On va commencer. Je suis aujourd'hui accompagnée de Déborah, qui est mon adjointe chez KC Consulting. Et donc, si jamais vous m'entendez dire Déborah, passe la slide, it's Déborah. Okay. C'est Déborah. On attend pour les slides. OK. C'est que le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de parler, donc d'expliquer pourquoi en fait c'est important le bien-être financier, surtout pour des étudiants. Donc, je vais vous parler de mon expérience personnelle et puis vous donner des astuces. OK? Ensuite, on va parler de gestion financière. Encore une fois, moi, j'aime bien donner des outils pratiques. Je veux aussi mentionner qu'à la fin de la rencontre d'aujourd'hui, vous allez tous recevoir un guide avec tous les liens et puis les thèmes que je vais aborder qui seront mieux expliqués. Mais aussi, vu que je vais vous donner des astuces, j'aimerais que vous puissiez vous référer dans le fond aux documents qu'on va vous partager plus tard pour les avoir. Et enfin, on va parler de l'impact de la fiscalité. J'ai entendu dire que les étudiants n'avaient pas beaucoup d'informations sur les préparations d'impôts au Canada. On va répondre à toutes vos questions, croyez-moi. Si à la fin de la rencontre, vous en avez encore, venez me voir, je vais répondre à toutes les questions aujourd'hui. On va commencer. Donc, premier quiz, là, je vais vous demander de scanner un code QR que Déborah va afficher. Pour les personnes en ligne, le code QR se trouve déjà dans le chat. Wow, Déborah. Vous pouvez comme scanner le code QR. Et là, vous allez comme répondre à la question qui est de savoir, en tant qu'étudiant, pour vous, c'est quoi vos challenges? C'est quoi les difficultés que vous avez en ce moment? Est-ce que tout le monde a pu scanner le code QR? Déborah, je pense qu'il y en a, tout le monde ne l'a pas encore scanné. C'est beau? Donc, c'est tout à fait anonyme. Vous pouvez juste répondre à la question. Vous allez vous rendre dans la partie, pas dans la partie Q&A, mais dans la partie pause pour pouvoir répondre justement à la question suivante. Quelles sont vos principales préoccupations en tant qu'étudiant? Donc là, on parle de vos challenges financiers. C'est quoi le plus challengeant en ce moment? Est-ce que c'est la gestion c'est comme, vous pouvez me dire, c'est juste que je ne sais même pas par où commencer. Vous pouvez me dire aussi, c'est le budget, j'ai même pas su comment faire le budget. Ça peut être aussi, on n'a pas assez d'entrée de fonds. Écoutez, ça, c'est un problème en général, mais ça fait partie de vos challenges, on peut le mettre. Parfait. Comment faire un compte épargne? Je vais répondre à ça dans le. Bon. Vous voyez, quand je fais ce genre de questions, ça me permet de savoir que si je suis en train de vraiment répondre à votre besoin actuel, là, je pense que oui. Déclaration d'impôt, activité rémunératrice. Bon, je vais répondre à deux. Peut-être que je vais vous donner des inspirations pour l'activité rémunératrice, mais au moins, il y a deux préoccupations qui seront résolues tantôt. Une dernière minute pour qu'on puisse aller, vu qu'on est un peu pris par le temps. Une dernière réponse. Est-ce que tu as des réponses dans le chat? Non? Les personnes en ligne, ne vous gênez pas à mettre les réponses directement sur Teams si c'est plus facile. On va pouvoir les partager. Comment et quand produire la déclaration de revenus? Très bien. Avoir un emploi pourrait aider à assurer. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, moi aussi, je pense. Okay. Prochaine slide. La slide. OK. Bah, OK. Nous, on voit toujours la slide, on ne la voit pas en ce moment. Non, nous, on ne la voit pas. Bien. On va aller avec la slide. Parfait. On a terminé. OK. Donc là, on va parler maintenant de gestion financière. Il faut que je me rappelle de ne pas bouger. Premièrement, on va parler de budget. Bon. Vous savez, comme je vous disais, moi, j'ai été étudiante aussi. Et j'ai immigré en 2014. J'étais super jeune quand je suis arrivée. Tout le monde me parlait de budget, mais je me disais, mais comment est-ce que j'arrive avec un budget, avec le peu d'argent que je vois? Genre, on a assez dans le mois, il faut que je planifie pour le loyer, pour l'épicerie,
la facture de téléphone, Internet, et ça n'arrête pas de se rajouter. J'avais l'impression que à chaque fois que j'avançais, comme à chaque fois que les mois passaient, il y avait de nouvelles dépenses qui se créaient. L'hiver arrive, il faut acheter des manteaux d'hiver, il faut acheter des chaussures, il faut acheter des gants, parce que les gants, ça se perd tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on arrive à budgétiser efficacement lorsqu'on est un étudiant? Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que le budget, c'est la chose centrale, hein. Si vous voulez prendre le contrôle de vos finances, si vous voulez vous sentir bien, on parle de bien-être financier, vous voulez réduire le stress que vous avez en termes de finances, ça passe par le budget. Il n'y a personne qui n'a pas de budget. Même les personnes que vous pensez qui n'ont pas de budget, ils ont un budget, c'est juste qu'ils ont plus d'espace, ils ont plus de lignes et puis plus de latitude dans leur budget. Mais tout le monde a un budget parce que c'est ça qui nous permet de nous recadrer. Fait que c'est important. Maintenant, chacun de nous doit avoir un budget qui marche. Et c'est là que souvent on se perd. Parce que vous voyez, le budget, ça, on le fait un peu comme la gym. On prend la résolution au début. Donc, le 1er janvier, on dit, moi, je vais aller à la gym 5 fois par semaine. Chaque semaine, j'irai à la gym 5 fois par semaine. La réalité, c'est que souvent, on est très occupé. On n'a pas le temps d'y aller. Souvent, on n'a juste pas la capacité physique de pouvoir maintenir 5 séances d'activité physique par semaine. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la première semaine, on ne va pas respecter notre engagement et on sera, je dirais, triste. On sera découragé et puis on ne va plus vouloir le faire. Généralement, c'est ce qui arrive avec le budget. Donc, je commence avec un budget, je dis, moi, je vais dépenser 500 $ dans l'épicerie. Et à la fin du mois, je n'ai pas dépensé seulement 500 $ dans l'épicerie parce que, non, ce qu'on dit, je vais revenir en arrière. On dit, je dépense 500 $ en épicerie et puis je ne vais pas manger dehors. Je ne commande pas de Uber Eats, je ne vais plus jamais commander. Mais la réalité, c'est que, en tant qu'étudiant, vous aurez besoin de commander peut-être souvent certains soirs. Vous aurez besoin souvent comme d'acheter de la nourriture dehors. C'est un besoin parce que vous êtes sur le campus, de longues heures de travail, on n'a pas le temps de rentrer puis de cuisiner. Ce qui serait plus facile pour vous et moi, c'est d'avoir un budget qui nous ressemble. Moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi est-ce que je dépense d'habitude? Et là, on va commencer à budgétiser en fonction de notre personnalité. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas le temps, je sais que j'aurai pas le temps. Donc, je vais éviter de dire que je vais pas commander dehors parce que je vais pas avoir le temps de le faire. Je vais budgétiser un montant pour pouvoir commander la nourriture sur Uber Eats et budgétiser un montant pour l'épicerie. Je divise mon montant en deux. Moi-même, ça me donne plus de paix, beaucoup plus de tranquillité. Et puis, mon budget, il est efficace. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez le shopping, par exemple, bah, budgétisez ça. En fait, il faut que dans votre ligne budgétaire, on voit, c'est-à-dire si je prends votre budget, que je le regarde, je suis capable de savoir à qui j'ai affaire. Donc, je dis tout le temps à mes clients, moi, quand je prends votre budget là, je peux dire exactement quelle activité vous aimez faire. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez vraiment aller au cinéma, on va avoir une ligne dans votre budget cinéma parce que vous allouez, ça, c'est quelque chose que vous dépensez souvent dans le cinéma. Et ça, c'est vraiment le secret pour réussir votre budget. Parce que comme je l'ai dit, c'est incontournable. On a besoin d'avoir un budget. Ensuite, avoir un budget aussi permet de s'adapter au coût de la vie. Une chose est sûre, c'est que si vous suivez vos dépenses et que vous savez ce que vous dépensez, vous saurez à quel moment je dois peut-être augmenter un peu plus pour l'épicerie parce qu'avec le coût de la vie, bah, c'est plus raisonnable d'avoir un 500 ou bien peut-être un 200 $ dans l'épicerie. Il faut que j'augmente un peu. Ça vous permet de garder le contrôle et puis d'avoir moins de stress quand il y a des imprévus qui viennent comme tout le temps. Et ça aussi, ça vous permet d'épargner pour l'avenir. En tant qu'étudiant, on a des rêves. On a, si vous êtes étudiant aujourd'hui, c'est que vous avez des rêves, vous voulez accomplir quelque chose, vous avez un objectif. Une chose avec nos objectifs, c'est que avoir une certaine sécurité financière nous permet de pouvoir saisir certaines opportunités. Donc, avoir un budget, avoir le contrôle de notre situation financière nous permet de pouvoir le faire. Maintenant, les étapes pour établir un budget étudiant. Là, je vous ai donné 4 petites étapes parce que c'est plus simple et comme au stade étudiant, on veut quelque chose de pratique. Premièrement, vous devez lister les revenus. Qu'est-ce que vous avez comme revenu? Qu'est-ce que vous recevez comme argent? Quand je dis qu'est-ce que vous recevez comme argent, il faut penser à tout. Donc, si jamais vous faites vos impôts, vous allez recevoir des montants, des subventions et tout, il faut les lister
vous recevez de l'argent d'un parent, vous recevez toutes vos sources de revenus. C'est ça qui constitue vos sources de revenus et il faut les prendre en entièreté. Ensuite, une fois que vous avez listé toutes vos sources de revenus, identifiez vos dépenses fixes. Et c'est là que je parle de... Les dépenses fixes, là, c'est des dépenses que vous êtes obligé de faire. Donc, vous voyez, dépenses fixes, terme simplifié, je suis obligé de faire ces dépenses-là. Vous devez payer votre loyer, vous devez payer pour les frais d'assurance de votre propriété, si vous êtes en location de votre appartement. Et ensuite, vous devez payer pour les abonnements, etc. Ce sont des engagements que vous êtes obligé de faire pour pouvoir maintenir un certain rythme de vie. Après ça, vous avez les dépenses variables. Donc, ces dépenses-là, c'est des dépenses que vous pouvez réajuster en fonction de votre entrée de revenus. Donc, je prends un exemple. Supposons que vous recevez des bourses et puis il y a un mois où la bourse ne va pas payer. Ce que vous allez pouvoir réajuster pour pouvoir équilibrer votre budget, ça va être les dépenses variables. Donc, les dépenses variables, on peut les réduire, on peut les bouger. Donc, c'est là qu'on met la nourriture, donc l'épicerie, le transport, les loisirs. Un suivi mensuel pour pouvoir les ajuster au fur et à mesure. Et quand vous le faites, gardez en tête, je veux quelque chose qui me ressemble. Vous ne voulez pas un budget qui... Un budget, c'est vraiment tellement personnel que vous voulez quelque chose qui vous ressemble à vous. Ne faites pas le budget comme ce que vous aurez voulu être dans 15 ans. Faisons le budget aujourd'hui pour ce qu'on est et c'est ça qui va nous permettre d'être la personne qu'on veut dans 5 ans. Ensuite, là, je vais vous donner des outils pour budgétiser. D'abord, on est des étudiants, donc on cherche des petites astuces. La première astuce, c'est d'utiliser votre compte bancaire. Maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle et puis d'Internet, la plupart, la majorité des banques au Canada vous permettent d'avoir un outil budget dans vos dépenses et il traque vos dépenses et il vous envoie des rappels quand vous dépassez un certain montant. Donc là, une fois que vous avez fini de faire votre budget sur le papier, vous pouvez aller dans cette application-là et puis mettre des limites. Donc, vous dites loisir bloque tel montant, cinéma bloque tel montant. Ça se fait directement dans l'application de votre banque. Et en plus, si vous avez des questions parce que ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez appeler votre banque gratuitement. Ils vont vous accompagner pour pouvoir l'utiliser efficacement. Et aussi, on a notre bon vieux Excel. Donc, Excel va vous permettre de faire des révisions. Moi, je conseille aux gens d'avoir au moins 30 minutes, une fois par mois, où vous avez une réunion avec vous-même pour faire un peu le bilan. OK, où est-ce que j'en suis dans mes finances? Et ce que j'avais prévu pour les épargnes, comment est-ce que je m'en vais? Quand on parle de bien-être financier, ça vient beaucoup c'est beaucoup lié au stress et puis à l'anxiété. Et une chose pour pouvoir comme réduire, surtout en termes de finances, pour pouvoir réduire le stress, c'est de garder un certain contrôle et puis de savoir. Le fait de savoir, de bien connaître votre situation financière est un plus pour vous. Dans le document que je vais vous envoyer, je vous propose d'autres alternatives pour les personnes qui sont plus tech, qui veulent avoir comme des applications. Vous pouvez aller avec les applications que je vais vous suggérer dans le guide qui vous sera envoyé. Bon, là, on va passer à une autre étape. On va parler d'épargne, mais là, j'ai une question pour vous, pour être sûr qu'on a bien compris. Dans votre budget, pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? On va toujours prendre le même lien Slido, si vous l'avez toujours. Donc, le code QR est affiché. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans vos budgets respectifs? On va se donner 2 minutes pour finaliser une réponse et ensuite passer à autre chose. Là, je vois scanner. Oh, on a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Bonjour, bienvenue. Oui, les imprévus. Ah, merci. Vous savez, une chose avec les imprévus, comme leur nom l'indique, c'est qu'ils ne sont pas prévus. Hein? On ne les a pas planifiés. Si vous, comme j'ai dit, votre budget doit vous ressembler. Si vous vous retrouvez toujours très souvent en situation où on a des imprévus, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer une ligne pour les imprévus. Donc, allouer un certain montant pour les imprévus, de sorte à ce que s'il y a un imprévu, vous l'avez déjà budgétisé. Vous voyez, c'est à ça que ça sert le budget. Ça sert à planifier ce qui m'arrive dans ma vie. Vous voyez? Donc, moi, j'ai eu un imprévu en janvier, un autre imprévu en février. Pour le mois de mars, je me crée une ligne budgétaire imprévue parce que je serai plus prise avec des imprévus et je vais devoir chercher où est-ce que je prends l'argent. Non. Je la mets dans ma ligne budgétaire,
je regarde mes sources de revenus, j'alloue un certain montant, tout simplement. Donc là, on va retourner à nos slides pour parler d'épargne. L'épargne, c'est mon petit favori parce que, comme j'aime le dire, moi, j'aime parler d'argent et ça prend l'argent pour faire beaucoup de choses. La façon la plus facile de pouvoir se créer de la richesse, de pouvoir avoir une certaine tranquillité d'esprit, c'est justement d'avoir un certain montant d'argent. Donc, ça demande d'avoir de l'épargne. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton qui dit on ne prête qu'aux riches. C'est ça, il faut avoir un certain montant d'épargne pour que déjà à la banque, ils puissent voir que vous avez cette habitude-là vous-même de mettre de l'argent de côté. Lorsqu'on parle d'épargne, on ne parle pas de montant comme de hauts montants, de montants flagrants. On commence toujours petit. Et ça, c'est un conseil que je vais vous donner quand il s'agit d'épargne. L'épargne, c'est une course de fond. OK? Donc, on prend le temps d'y arriver. On commence toujours à petit parce qu'on veut grandir au fur et à mesure et on veut se rendre à un objectif. Il faut vous créer l'habitude avec d'abord un petit 5 $. Vous voyez, notre système nerveux, donc l'être humain est conçu de sorte à ce que s'il perd quelque chose, s'il ne voit pas quelque chose, il s'habitue. Donc là, si vous avez un budget, vos revenus, c'est d'habitude 500 $. Commencez par enlever un 5 $ que vous mettez dans un compte épargne et puis vivez sur du 495. Vous-même, parce que vous ne le voyez pas, parce que vous n'avez pas ce montant en ce moment, vous allez vous adapter. Donc, on a cette capacité de s'adapter aux réalités qu'on a. Automatiquement, vous allez vous adapter à 495 $. Ensuite, vous enlevez un autre. Un conseil, c'est qu'après 3 mois, vous êtes habitué à 5 $. Donc, montez à 10 $. Un petit challenge. Je vous ai dit, c'est une course de fond. Donc, dans une course, quand on voit on maîtrise notre rythme, on augmente notre rythme. Après 3 mois, je suis habitué à perdre 5 $, j'enlève 10 $. Et au fur et à mesure, vous serez surpris de voir comment cette petite épargne-là peut grandir. Surtout si vous avez un compte épargne. Là, je vais encore une fois vous ramener à vos comptes bancaires. Toutes les banques au Canada, en tout cas, les 5 grandes banques, plus les banques en ligne, offrent ce qu'on appelle un compte épargne à intérêt élevé. Donc, c'est quoi? C'est un compte épargne avec des taux d'intérêt et souvent, ils ont des bonifications sur ce compte-là. Vous ouvrez un petit compte comme ça et c'est gratuit. La plupart des astuces que je vous donne seront gratuites parce que c'est ça la réalité de nos autres étudiants. On cherche des tips. Donc, quand vous ouvrez votre compte bancaire à intérêt élevé, vous allez pouvoir mettre de l'argent dans votre compte bancaire et la banque va vous payer des intérêts sur le solde. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que plus le solde dure dans le compte, plus les intérêts qui sont déposés augmentent. OK? Parce que on parle ici d'intérêts composés. Le montant est déposé chaque mois en fonction du solde qui se trouve dans votre compte. Fait que vous, ce que vous voulez faire, c'est de garder le montant le plus possible dans le compte, de sorte à ce que ça puisse accumuler. On parle des intérêts qui peuvent commencer à du 2% et souvent, dépendamment du type de banque, 5%. Ça, c'est un montant que vous recevez en plus de votre argent pour l'avoir stocké quelque part. Franchement, c'est pas un grand exercice. Ça vous demande juste de le stocker quelque part. La même chose aussi peut se faire si vous avez de grosses entrées d'argent à un moment donné et puis vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Un conseil, déjà ne le laissez pas dans le compte chèque parce que dans le compte chèque, il n'y a aucune bonification, il n'y a pas d'intérêt qui est rajouté. Donc, vous allez le déposer au moins dans le compte à intérêt élevé, le temps de réfléchir à qu'est-ce que je fais de cette grande entrée d'argent. Parce que dans le compte à intérêt élevé, la banque va vous donner un petit pourcentage pour l'avoir stocké à cet endroit-là. Donc, voyez-le vraiment comme si on me donne de l'argent pour déposer mon argent quelque part. Et en plus, la personne vous garantit qu'en cas de situation, ils vont vous redonner votre argent. Donc, vous ne perdez pas. Votre argent vous est redonné au complet. De quoi? En tout cas, pour moi, c'est une offre intéressante. Vous me direz si c'est là pour vous. Donc, pourquoi épargner en tant qu'étudiant? Je pense que j'ai déjà répondu à la question, mais je vais revenir sur certains points. Premièrement, il vous faut un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence va vous permettre de pouvoir répondre aux différents imprévus. Et puis, en situation d'urgence, on n'est jamais à l'abri d'une situation urgente qui peut se poser à nous. Et pour les personnes qui sont étudiants internationaux, on est très loin souvent de nos parents. Le temps de pouvoir répondre, de pouvoir contacter quelqu'un ou bien de recevoir les fonds, il y a des délais à cause du système financier. Vous-même, déjà, vous créez un fonds d'urgence
pour, dans l'immédiat, pouvoir répondre s'il y a une situation urgente. Ça prend un petit exercice au début. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas des choses faciles, mais ça commence de cette façon-là et puis après, ça augmente. Et enfin, saisir des opportunités futures. C'est sur ça que je voulais m'arrêter. Je vais vous raconter une histoire quand moi j'étais étudiante. Quand j'étais étudiante, il y avait des stages qui étaient offerts par le gouvernement et puis c'était des stages non rémunérés. Vous voyez, en tant qu'étudiante internationale, en été, je ne pouvais pas me permettre d'avoir des stages non rémunérés parce qu'en fait, il faut faire de l'argent en été, vous voyez. Mes pairs, donc les personnes avec qui j'étais, des autres étudiants qui ont pu faire ces stages-là, ça leur a permis de bâtir des contacts dans ces lieux. Et après nos études, eux, ils ont pu avoir des opportunités d'affaires parce qu'ils étaient déjà dans la base de données, ils avaient des contacts, ils ont fait leurs preuves. Nous autres, il a fallu qu'on parte reprendre la roue et qu'on comme soumette qu'on envoie des offres d'emploi. Fait que c'est important d'avoir un certain montant d'épargne parce que si j'avais de l'épargne, si j'avais une assurance comme un certain montant quelque part, j'aurais pu saisir l'opportunité qui s'offrait à moi. Il y a des personnes aussi qui m'ont dit, je veux, comme tantôt, créer une activité rémunératrice. Ça prend de l'épargne. On ne commence pas un business avec $0 dans son compte. Comment est-ce que vous allez comme, financer votre idée? Au départ, avant de convaincre les autres, ça prend que vous-même, vous puissiez croire en votre idée et puis faire l'épargne. Donc, saisir les opportunités, c'est ça que ça permet là. L'argent, en fait, ça permet de saisir les opportunités. Ça permet aussi de vous créer vous-même des opportunités pour le futur. Je suis d'accord avec vous. On n'en a pas beaucoup. C'est pas suffisant, mais il faut faire l'effort de s'adapter avec le peu qu'on a pour améliorer notre vie future. Et ça réduit aussi le stress que de savoir que en cas de situation, j'ai un coussin quelque part. Bon, allons-y. Maintenant, comment est-ce que j'ai réussi à faire de l'épargne? Je vous ai dit que c'est mon préféré, mais je vais aller vite. Premièrement, pour réussir à faire de l'épargne, il faut vous-même vous dire, je dois me payer en premier. Voyez-vous comme une dette. Si vous avez une dette envers le gouvernement ou bien une dette envers votre banque, vous allez vous payer en premier. Faites pareil pour votre épargne. Votre épargne, là, dans votre budget, c'est comme une dette. Vous vous payez en premier parce que vous vous devez de l'argent. Vous voyez? Là, souvent, on a cette rigueur à rembourser les autres de façon urgente. Vous devez avoir cette même rigueur avec vous-même. Ensuite, utiliser l'épargne automatique. Quoi de plus facile que d'automatiser l'épargne, de sorte à ce que quand l'argent est disponible, le compte lui-même le prend. Moi, je le fais parce que si moi, je dois, c'est vraiment mon exemple, hein. Si moi-même, je dois aller, waouh, ça fait beaucoup de mots en une phrase. Si je dois aller transférer les fonds moi-même de mon compte épargne, de mon compte chèque à mon compte épargne, les chances que je le fasse sont un peu réduites parce qu'à ce moment-là, je vais penser à tous mes petits problèmes qui sont survenus dans la semaine. Je vais dire, vous savez quoi, cet argent-là, j'en ai besoin. Mais si c'est automatique, quand je vais venir, je vais trouver un certain montant dans mon compte, je vis avec ce montant-là. Fait que je vous conseille de vraiment aller avec l'épargne automatique. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des dépenses qu'on peut réduire? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais souvent aussi, on veut avoir un certain rythme de vie quand ce n'est pas encore le moment. Vous voyez? Est-ce qu'avec ma situation actuelle, il n'y a pas certaines dépenses que je peux décider de repousser à plus tard? Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses que je peux décider de faire quand je vais être beaucoup plus aisée, quand je vais avoir un emploi? Il faut aussi, ça vient avec un certain mindset. Moi, je dis toujours, la vie, c'est par étapes. Aujourd'hui, je suis étudiante, mais les études, c'est 4 ans ou maximum 3. Maximum 4, minimum 3 ans. Après ces 4 ans-là, je serai employée. Fait, ça va venir le moment. Le moment de pouvoir faire les dépenses superflues vont venir. Est-ce que je ne peux pas faire l'exercice aujourd'hui d'attendre la fin de mes études pour pouvoir justement me récompenser en disant, maintenant que je suis salarié, j'ai tel salaire qui rentre, je vais me payer ceci. Je trouve qu'il y a aussi cette satisfaction-là, cette fierté de pouvoir, de savoir que j'ai pu faire ceci. Bon, et puis aussi, n'hésitez pas de profiter des offres étudiantes. S'il y a des offres étudiantes qui existent, vous devez les connaître. Donc, je vais vous envoyer toute une liste d'offres étudiantes. Passez au travers, abonnez-vous, profitez des rabais étudiants. C'est des rabais faits pour vous.
Maintenant, la fiscalité. Ça, c'est mon métier. J'en parle tous les jours. Donc, allons-y avec la prochaine question. D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut faire sa déclaration de revenus quand vous êtes étudiant? Je vais juste demander à main levée dans la salle, est-ce que vous êtes, quels sont ceux qui sont étudiants internationaux? Je puisse. OK, parfait. Donc, lorsqu'on va parler de fiscalité, les étudiants internationaux et les étudiants pas internationaux, vous êtes logés à la même enseigne. Parce que souvent, je l'entends. Est-ce que, en tant qu'étudiant international, je peux faire ceci? Oui, en tant qu'étudiant international, vous devez produire une déclaration de revenus. À partir du moment où vous êtes sur le territoire canadien, avant le 31 décembre de l'année fiscale, vous êtes considéré comme résident fiscal et vous devez produire une déclaration de revenus. Notez que j'ai bien dit le 31 décembre de l'année fiscale. Ça veut dire quoi? L'année fiscale précédente, c'était l'année 2024. Donc, si vous êtes arrivé au Canada avant le 31 décembre ou bien le 31 décembre, vous devez produire une déclaration des revenus. Que vous soyez étudiant international ou pas étudiant international, vous produisez des déclarations de revenus. Pourquoi est-ce que c'est important de produire une déclaration de revenus? Je vais vous dire en réalité. Pour les étudiants, surtout, la probabilité qu'un étudiant ait à payer de l'impôt est souvent faible. Ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas parce que ça arrive, mais c'est faible. La plupart du temps, les étudiants, quand ils font leurs impôts, c'est eux qui en reçoivent. Donc, ils reçoivent des subventions, des crédits d'impôt. C'est qu'en réalité, c'est pas obligé pour vous autres. Les salariés, les sociétés, les entrepreneurs, eux, c'est un peu obligé pour eux de faire leurs impôts. Mais un étudiant, c'est comme si c'est le gouvernement qui doit vous donner de l'argent. Fait que si vous ne voulez pas le faire, c'est pas un problème. C'est à vous de choisir. Est-ce que je veux recevoir les montants que je pourrais recevoir auxquels en plus j'ai droit, vous voyez? C'est à vous de voir. Mais c'est important de le faire parce qu'on parle de bien-être financier, on parle de revenus qui sont limités. Voici des revenus additionnels que vous pouvez aller chercher. Donc, comme une autre chose aussi, il faut déterminer son statut fiscal. Vous voyez, dans déterminer son statut fiscal, j'ai mis être soit étudiant à temps plein, à temps partiel, travailleur autonome ou salarié. Vous remarquerez qu'à aucun moment, je n'ai fait mention de votre statut d'immigrant. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas important au moment de la déclaration de revenus. Quels sont les éléments dont vous avez besoin pour produire une déclaration de revenus? On a besoin d'un NAS valide. À partir du moment où votre NAS est valide, vous pouvez produire une déclaration de revenus. Maintenant, vous allez déterminer votre statut fiscal. Est-ce que je suis étudiant à temps plein? Est-ce que je suis étudiante à temps partiel? Ou est-ce que je suis salarié? Les avantages fiscaux pour les étudiants. Alors, ça, c'est la partie que tout le monde attendait. Qu'est-ce que je vais recevoir? Donc, première des choses, je ne sais pas si vous l'avez entendu, les frais de scolarité. Est-ce que je peux déclarer mes frais de scolarité? Attendez, je pense que j'ai une autre. On me la pose souvent, on dit, est-ce que je peux déclarer mes frais de scolarité ou est-ce qu'on va me rembourser mes frais de scolarité? Bon, aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Les frais de scolarité, ce qui va arriver avec eux, c'est qu'on va les inclure dans votre déclaration de revenus. Donc, oui, on a besoin des frais de scolarité dans la déclaration de revenus et votre université va vous fournir un feuillet fiscal, ça s'appelle le T2202. Si vous ne l'avez pas encore, allez-y le chercher, il est dans votre compte étudiant, généralement dans la partie finance et ça doit s'appeler feuillet fiscal, un truc comme ça. En tout cas, quelque chose en lien avec impôt. Quand vous allez dans sur ce feuillet-là, vous allez voir que c'est indiqué le montant de frais de scolarité que vous avez payé. Alors, petit disclaimer, attention, ça ne va pas être tout le montant que vous avez payé. C'est vraiment le montant que vous avez payé pour les frais de scolarité. Les frais accessoires ne sont pas inclus. Donc, quand on parle de frais accessoires, on parle de frais de santé, frais de gym, services, etc. Donc, c'est vraiment la portion frais de scolarité qui est inscrite sur votre feuillet T2202 et votre université va aussi indiquer si vous étiez à temps plein, à temps partiel, pour les périodes où vous étiez à temps plein ou à temps partiel. C'est cette information qu'on va trouver sur ce feuillet-là. Pourquoi c'est un avantage pour les étudiants? Alors, les frais de scolarité, on les rajoute à votre déclaration de revenus et c'est quelque chose qui va être utile pour vous pour plus tard. Vous pouvez soit les reporter, donc c'est-à-dire dire que quand je vais graduer, je vais les utiliser, ou vous pouvez les transférer à un parent, un membre de votre famille, à un parent qui vit sur le territoire canadien, qui est lui aussi résident fiscal, ou vous pouvez le passer à votre conjoint. Ces frais de scolarité-là servent à réduire l'impôt que vous avez à payer. Donc là, on parle de crédit d'impôt. Tout ce qui est crédit d'impôt, ça vient baisser le montant d'impôt que vous avez à payer.
c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous allez graduer, on a déjà pensé au fait que quand vous allez graduer, vous allez avoir un certain revenu et il se pourrait que vous ayez de l'impôt à payer. Donc, vos crédits d'impôt vont servir à baisser cet impôt-là que vous aurez à payer dans les années futures. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi je ne peux pas l'utiliser maintenant quand je suis étudiant? C'est parce que généralement, quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas d'impôt à payer. Rappelez-vous que c'est un crédit qui sert à baisser d'impôt à payer. Et pendant que je suis étudiant, je n'ai pas d'impôt à payer. Là, peut-être que vous aurez une question. Vous allez me dire, mais Christine, je travaille et je suis sûre qu'on me prend de l'impôt à mon travail. Oui. Alors, oui, vous avez raison. Vous travaillez, on vous prend de l'impôt. Mais vous savez quoi? Pour les étudiants, lorsqu'ils produisent leur déclaration de revenus, là, c'est les étudiants à temps plein et qui ont fait un revenu de moins de 30 000. L'impôt qu'ils payent, on leur rembourse. Vous allez dire, ah, oui, on rembourse les impôts. Parce qu'en fait, on se dit, un étudiant, c'est déjà pénible d'être étudiant. On ne va pas lui rajouter encore une autre charge fiscale. Donc, votre employeur, il va vous donner un T4. Si vous prenez votre T4 à la ligne 22, donc là, vous faites l'exercice, allez-y, cherchez vos T4, vous cherchez la case 22, c'est écrit impôt sur le revenu. C'est le montant d'impôt que vous avez payé et c'est ce montant-là qui va vous être retourné pendant votre déclaration de revenus. J'ai bien dit impôt. Je n'ai pas parlé d'assurance emploi, de toutes les autres déductions. C'est vraiment la portion impôt, c'est à la case 22. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer le crédit en ce moment parce qu'on n'a pas d'impôt à payer en tant qu'étudiant. C'est pour plus tard. Si vous avez un conjoint qui a de l'impôt à payer, vous pouvez lui transférer, ça va réduire sa charge fiscale, il sera heureux, ou bien un parent. Un autre avantage, c'est le crédit d'impôt TPS-TVH. Alors, lui, c'est un crédit d'impôt remboursable. Tout le monde au Canada le reçoit. Donc, que ce soit non, pas tout le monde. Il y a une restriction de revenus. Donc, toutes les personnes qui sont considérées à revenus faibles, donc là, on va aller genre en dessous de 35 000, il y a des exceptions qui s'appliquent, ils vont recevoir le crédit d'impôt TPS-TVH. Alors, c'est quoi la TPS et la TVH? Je suis sûre que vous avez déjà entendu dans cette histoire d'impôt quelqu'un vous dire il faut garder tous tes reçus d'épicerie, on va te rembourser les factures, on va te rembourser tout ce que tu as payé. Alors, ce n'est pas vraiment ça. C'est vraiment l'interprétation que les gens ont eue. Mais le montant de la TPS et la TVH, c'est la taxe que le gouvernement collecte sur tous les produits qu'ils vendent. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, le gouvernement collecte souvent, comme quand vous achetez une affaire, on vous donne le prix, quand vous passez à la caisse, il y a une taxe qui est rajoutée. Donc, cette taxe-là, à quoi ça sert? Ben, pendant la période d'impôt, le gouvernement va rassembler cette taxe et puis il va dire qui sont les personnes à revenus faibles. Vous allez faire votre déclaration de revenus et vous allez indiquer que vous êtes une personne et vous avez un revenu faible. À ce moment-là, vous allez recevoir une portion de cette taxe-là. Mais ce n'est pas proportionnellement à vos reçus, donc vous n'avez pas besoin de garder les reçus. C'est vraiment fixe en fonction de qui vous êtes, vous voyez. Fait que si vous êtes une personne à revenu faible, vous êtes une personne célibataire, un montant va vous être alloué. Généralement, c'est des montants qu'on reçoit 3 fois dans l'année. Donc, en juillet, en octobre, en janvier et en avril. Et comme je dis aux étudiants, c'est un abonnement. Si tu ne fais pas ta prochaine déclaration de revenus, tu ne renouvelles pas ton abonnement. On parle d'un montant on va faire le simulateur Tonto, mais je pense que c'est 340 $ pour toute l'année, donc 85 à chaque versement. Croyez-moi, ce 85 $ là, il est nécessaire, il est important parce que ça change quelque chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les crédits d'impôt pour l'Ontario. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vivent au Québec ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent au Québec? OK. Je vais faire un petit. Il y a l'équivalent. Donc, le crédit d'impôt de l'Ontario, il y a l'équivalent au Québec. C'est juste que c'est un peu plus particulier. Mais on a l'équivalence au Québec. Donc, vous pouvez être assuré. Fait que pour les personnes qui vivent en Ontario et qui ont un revenu faible, la province aussi vous donne un crédit d'impôt remboursable. Un peu d'aide. Ça ne fait pas de mal. Fait que ça, c'est même si vous avez, même avec un revenu de 0 $, vous recevez ces montants-là. Et ça s'appelle le crédit d'impôt, donc la taxe, le montant trillium, paiement trillium. Et ça aussi, vous le recevez 4 fois dans l'année. Et c'est un montant qui tourne autour de 300 $. Ça, c'est pour une personne qui a 0 $, qui ne paye pas de loyer, elle reçoit ce montant-là. À date, je vous ai donné 2 montants remboursables, on est déjà à 600 $, right? Bon, après ça, pour les personnes vivant en Ontario, il y a un montant supplémentaire, ça s'appelle la taxe sur le carbone. Donc ça, c'est une taxe, c'est assez récent en plus. C'est un montant qui est versé aux personnes qui vivent dans la province de l'Ontario, de l'Alberta. Pour la personne qui vit au Québec, on n'a pas l'équivalent au Québec. Donc ça, c'est seulement pour les personnes en Ontario. Donc, ils reçoivent la taxe carbone. La taxe carbone, c'est quoi?
c'est un montant d'argent que le gouvernement impose aux grandes compagnies qui polluent l'air. Donc, on dit, bon, vous polluez, payez un certain montant d'argent. Cette taxe est collectée et le gouvernement de l'Ontario a décidé de reverser ça aux personnes qui habitent. Cette taxe, l'année dernière, c'était 540 pour toute l'année et c'était des paiements de 120. Pareil, c'est 4 fois aussi dans l'année. Donc, on était à 100 $, à 600 $ tantôt. Je viens de rajouter un 400 $. Ça nous fait environ 1000 $, right? Juste pour avoir rempli sa déclaration de revenus. Je pense que j'ai pas beaucoup de... Est-ce que je dois encore vous convaincre que c'est utile? Bon. Ensuite, vous pouvez aussi déduire les frais médicaux que vous avez eu à faire. Donc, frais médicaux, pharmacie. Les pharmacies sont habituées. Donc, vous pouvez aller à la pharmacie, demander votre relevé de frais médicaux. Ils vont vous le donner. Si vous avez été chez le dentiste, chez l'ophtalmologue, tous les frais médicaux que vous-même vous avez payés, je vous conseille de l'envoyer à votre comptable pour qu'il inclue dans votre déclaration de revenus. Ça vous donne aussi une certaine déduction. C'est sûr qu'en ce moment, vous êtes étudiant, donc peut-être que vous n'avez pas d'impôt à payer, mais pour plus tard, ça va être intéressant. Est-ce que j'ai des questions en ligne? Sinon, je vais continuer rapidement. OK. Donc, on continue. Assurez-vous de maximiser vos retours. Quand je dis maximiser les retours, là, c'est que, vous voyez là, j'ai parlé de frais médicaux. Il y a une autre déduction qui me vient, c'est pour les personnes qui font des dons. Donc, si vous faites des dons à des organismes, aux églises, des organismes reconnus au Canada, ils vont vous donner un reçu de don. Vous pouvez aussi le rajouter dans votre déclaration de revenus. Ça vous donne une déduction. Peut-être pas qu'on ne va pas l'utiliser maintenant, mais on va le reporter au moment où on paye de l'impôt. Donc, ça aussi, c'est un bénéfice. Vous voyez? Maximisez vos revenus. Donnez-vous les chances de pouvoir aller chercher la totalité des montants dont vous avez besoin. Assurez-vous d'avoir donc tous vos documents. Je vous ai mis la liste des documents pour les étudiants. T2202, ça pour un étudiant, c'est obligatoire. Si vous dites que vous êtes étudiant, vous avez forcément un T2202, c'est votre université qui vous donne. Le T4, c'est votre employeur. Remarquez que pour chaque document, je vous mets où le trouver. C'est parce qu'il y a beaucoup aussi de fraudes qui arrivent souvent quand il s'agit de finances. Malheureusement, les gens sont vulnérables. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire, ah, je peux faire ton T4. Personne ne peut créer un T4 pour vous. C'est seulement la personne pour qui vous avez travaillé qui vous donne un T4. Ensuite, une bourse. Si vous avez reçu une bourse, vous allez avoir un feuillet T4A. Et enfin, pour les frais médicaux, vous avez les reçus de tous les professionnels que vous avez visités. Et ensuite, si vous avez des dons, vous allez avoir un reçu de dons. Tout autre document, vous pouvez le rajouter. Votre comptable, à ce moment-là, fera le tri pour vous. Les bonnes pratiques, les différentes dates à savoir. La période d'impôt est ouverte depuis hier. Donc, hier, c'était le 24 février, c'est le début de la période d'impôt. Les portails gouvernementaux, que ce soit Revenu Québec et Revenu Canada, sont ouverts. Les particuliers peuvent aller remplir leurs taxes et puis le soumettre directement en ligne. Nous autres aussi. Donc, c'est le moment le plus occupé pour nous autres. On était toutes excités hier, n'est-ce pas, Déborah? Ensuite, le 28 février, c'est la date limite pour recevoir vos feuillets. Donc, légalement, vos employeurs, votre école, tout le monde qui doit vous donner des papiers, vous avez jusqu'au 28 février pour le recevoir. Et la date limite pour remplir ses impôts et payer, c'est le 30 avril. Vous voyez que j'ai dit remplir ses impôts et puis payer. Donc, vous remplissez votre déclaration d'impôt au plus tard le 30 avril. Mais si vous avez un solde à payer, ça doit être payé avant le 30 avril aussi. Je ne sais pas. Ah, mais c'est comme ça. Donc, c'est un peu le gouvernement qui vous dit, faites ça avant le 30 avril. La raison, c'est quoi? C'est qu'eux, ils ont besoin de collecter l'argent des impôts pour pouvoir justement vous payer les montants qu'ils doivent vous payer à partir de juillet. Donc, tout le monde doit faire sa déclaration de revenus pour qu'eux, ils puissent aller de l'avant avec les paiements. Donc, date limite, c'est la date que vous devez retenir, c'est le 30 avril au plus tard. Ensuite, assurez-vous d'avoir tous vos documents fiscaux. Organisez vos documents financiers. Donc, ça, c'est pour les personnes souvent qui ont des dépenses extra ou bien qui ont des factures, par exemple des factures médicales. Assurez-vous d'aller les chercher, les organiser pour être prêt. Pour que si vous avez un rendez-vous avec un comptable, il soit capable de le remplir et puis de le soumettre en même temps. Et enfin, inscrivez-vous au dépôt direct de l'ARC et puis de Revenu Québec. C'est quoi le dépôt direct? C'est que vous rentrez vos informations bancaires pour qu'ils puissent vous payer directement dans votre compte bancaire. Ça évite de recevoir des chèques. Vous vous rappelez qu'avec Canada Post, on avait eu une grève à un moment donné. Si vous voulez continuer à recevoir vos paiements sans interruption, c'est mieux de s'inscrire au dépôt direct. Et enfin, petit récapitulatif, on a dit très important de faire de l'épargne parce que ça nous permet de pouvoir planifier notre avenir financier, de réduire notre stress quand il s'agit de l'argent. La fiscalité étudiante, ne manquez pas la saison d'impôt si vous êtes étudiant. On a fait un peu, roughly, de petits calculs, on était autour de 1000 $. Et enfin, les bonnes pratiques,
organiser vos documents, récupérer tous les documents dont vous avez besoin. Je vais vous envoyer aussi le lien d'un simulateur. On n'aura pas le temps de le montrer, mais je vais vous envoyer le lien d'un simulateur de l'ARC qui vous permet à vous c'est vraiment le gouvernement qui l'a créé pour pouvoir savoir combien est-ce que je vais recevoir si je produis ma déclaration de revenus. Ce calculateur-là, il est très intéressant. Fait que je vais vous envoyer le lien. Vous allez faire l'exercice vous-même. Et enfin, les prochaines étapes. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, KC Consulting, donc mon entreprise, sera présente sur le campus de l'Université de Saint-Paul pour vous offrir le service de préparation de revenus les 11 et 13 mars prochains. Donc, je vous invite à ne pas manquer cette occasion-là. Les comptables seront présents. Si vous avez tous les documents dont on a discuté, on pourra remplir votre déclaration de revenus sur place, l'envoyer à Revenu Canada et Revenu Québec. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que KC Consulting est un cabinet accrédité par Revenu Canada et Revenu Québec. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même si vous n'avez pas vos documents, nous autres, avec l'autorisation de représentant, on peut aller dans votre dossier, récupérer tous les documents et puis produire votre déclaration de revenus. Donc, on peut même vous aider à aller chercher les documents si vous avez des déclarations passées à produire. Moi, je dis toujours, c'est un game changer parce que nos clients, souvent, ils arrivent et puis je leur dis, écoute, tu sais que tu as oublié un de tes T4. Il est comme, comment tu sais? Parce que j'ai accès aux documents, je le vois, ton compte au gouvernement. Et on le voit un peu avant vous parce que vous aurez accès à votre compte quand vous aurez produit votre première déclaration de revenus. Nous autres, avec nos accès, on a accès un peu plus tôt. Ça sera aussi le moment pour vous de pouvoir poser des questions. Si vous voulez poser des questions à un spécialiste parce que vous avez une situation particulière, nos comptables seront présents. Donc, les 11 et 13 mars prochains, vous pourrez venir. Je pense que Anne-Marie a déjà envoyé l'information par rapport à la clinique d'impôt. Donc, n'hésitez pas, ne manquez pas cette date. Réservez à l'avance un timing pour que le comptable puisse déjà comme se préparer à remplir vos impôts. Et aussi, juste vous rappeler que KC Consulting produit les impôts de tout le monde, partout au Canada, que ce soit en Ontario, au Québec. En fait, partout où vous vous situez au Canada, vous pouvez faire affaire avec KC Consulting. Notre cabinet est 100% en ligne. J'aime beaucoup la technologie et je l'inclus dans tout ce que je fais, spécialement dans mon travail. Merci d'avoir participé. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Je voyais Déborah, je pense qu'elle répond déjà à des questions en ligne. Mais les personnes dans la salle, est-ce que vous avez des questions pour moi? Ne vous gênez pas. OK. Monsieur, et puis ensuite, vous. Oui, allons-y. Oui, des devoirs. Alors oui, quand vous changez d'adresse, c'est très important d'informer l'ARC au moment de votre changement d'adresse. Surtout pour si vous recevez déjà des subventions, ça leur permet de pouvoir les recalculer. Donc, si vous changez d'adresse et aussi si vous changez d'état civil. Donc, les personnes qui se marient en cours d'année, il faut aussi en informer le gouvernement. Sinon, au moment de votre déclaration de revenus, vous devez le mentionner pour qu'on le mette, on mette la bonne adresse. Une chose aussi que vous devez savoir, c'est si j'ai déménagé de l'Ontario. Donc, je vivais en Ontario de janvier à juin, et puis de juin à décembre, j'ai vécu au Québec. Lorsqu'on va produire votre déclaration de revenus, on va la produire au Québec parce qu'on prend toujours l'adresse où vous étiez au 31 décembre de l'année. Donc, c'est vraiment l'endroit où je me trouve au 31 décembre de l'année, c'est la province où je produis ma déclaration d'impôt. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui. Oui. Si, Oui, si vous avez déjà produit une déclaration dans le passé, vous vous connectez à votre compte Mon Dossier en ligne et vous allez dans vos informations et puis vous changez votre adresse. Oui, vous le faites directement. Oui. Oui, je lui dirai, mais je mets un astérisque en haut. Si vous ne savez pas le faire, ne vous lancez pas dedans. C'est très facile de faire des erreurs. On en voit tout le temps, on en corrige tout le temps. Et croyez-moi, vous allez devoir rembourser si vous recevez un montant. Enfin, si vous avez fait une erreur, à un moment donné, il va falloir le corriger. Et si c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, sacrifiez un petit 60 $ pour aller le faire chez un professionnel, de sorte à avoir votre déclaration bien faite, surtout pour la première fois. Et puis, si après vous vous sentez plus à l'aise, vous le faites vous-même. Mais comme je dirais, le montant à payer pour la déclaration d'impôt VS, ce que vous allez recevoir et la quantité d'esprit que ça apporte, si vous ne savez pas le faire, ne vous entêtez pas.
Mais sinon, oui, parce que c'est une situation très simple, oui, vous pouvez le faire. C'est bon. J'avais une deuxième question ici. Oui, les personnes au Québec. J'en ai pas parlé parce que je faisais la présentation pour les personnes en Ontario, mais effectivement, les personnes au Québec, vous avez ce qu'on appelle un relevé 31. Les personnes en Ontario, vous n'en avez pas besoin, mais les personnes au Québec, le gouvernement vous demande de, si vous êtes locataire, il faut, très important, vous devez être locataire, vous devez avoir votre nom sur le bail. Votre propriétaire va vous donner un feuillet, donc c'est un relevé 31, et au moment de la déclaration de revenus, on va l'inclure dans votre déclaration de revenus. Ça va vous permettre d'aller chercher un montant additionnel. Vous voyez, j'avais parlé de crédit d'impôt pour l'Ontario, j'ai dit on a l'équivalent au Québec. L'équivalent au Québec, ça s'appelle le, j'ai un blanc, le crédit d'impôt Solidarité Québec. Donc, le crédit d'impôt Solidarité Québec, c'est l'équivalent de crédit d'impôt de l'Ontario, donc Trillium. Et avec votre relevé 31, vous allez aller demander une bonification parce que vous êtes une personne locataire. Donc, ils vont vous donner un petit plus pour dire la personne est une personne à revenu faible. En plus de ça, elle paye un loyer. Écoutez, un petit plus pour lui permettre justement d'arriver un peu les mois. Donc, c'est à ça que ça sert. Mais c'est important d'avoir signé un bail et d'avoir son nom sur le bail. Oui. Oui. 5%. Donc, c'est recommandé. Vous savez, moi, en réalité, je ne le pousse pas parce que moi, je dis aux gens d'aller avec le premier montant avec lequel ils sont confortables d'abord. C'est recommandé de mettre d'abord un 5% de côté et puis ensuite un 10% quand vos revenus augmentent. Pourquoi 5%? C'est parce qu'on se dit c'est le montant que vous pouvez, dans le fond, vous habituer à ce montant-là. Donc, perdre un 5%, ce n'est pas significatif. Par contre, allez-y vraiment, comme je dis, pensez à vous-même quand vous faites des projets financiers. Est-ce que 5% de votre revenu, ce n'est pas trop grand? Si c'est trop grand, commencez avec le plus petit. Le but, c'est de commencer. Vous allez vous rendre aux 5% au fur et à mesure. Mais commencez quelque part. C'est beau? Oui, donc, vous avez d'abord le monsieur tout en face de moi et ensuite monsieur. Oui. Oui, après, ça va être vous, monsieur en blanc. Oui. Donc, là, c'est vous en noir. Allons-y. Ça me fait plaisir. Mhm. J'ai pas compris. Oui. Oui. Et vous voulez avoir votre T2202. Exactement. Donc, l'université va vous produire votre T2202. Par contre, les montants qui vont être affichés, ça va être les montants que vous avez déjà payés. Donc, si vous avez des soldes qui n'ont pas encore été couverts, vous allez voir qu'ils ne vont pas être affichés dans la déclaration. Et si vous avez trois sessions dans l'année, vous avez payé automne et hiver, ils vont apparaître dans le T2202. La session d'été n'apparaîtra pas, tout simplement. C'est beau? Oui, donc, monsieur en blanc. Est-ce que c'était tout? Oui, allons-y. Oui, bon, oui, effectivement, c'est pas intéressant. Oui, oui. Oh, ils sont allés jusque-là, ok. Je vais rendre ça simple pour vous. Donc, à la banque, on a trois types de comptes, right? On a des comptes à intérêt élevé. Ceux-là, c'est les plus simples. C'est un compte épargne, vous mettez de l'argent dedans, on vous donne jusqu'à 5% d'intérêt. L'intérêt n'est pas très élevé, mais c'est un compte épargne assez facile. Vous mettez de l'argent, vous le retirez, très simple. Et puis, vous pouvez le retirer à tout moment, il n'y a pas de délai. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des comptes fermés. Donc, ça, c'est des comptes, des CPG, des comptes garantis. Donc, eux, vous mettez un gros montant d'argent dedans. Il y a un certain montant d'intérêt, mais l'argent, c'est comme un coffre-fort. Il est fermé pendant une certaine période de temps. Donc, 2 ans, 1 an, 6 mois, vous ne pouvez pas retirer l'argent de ce compte-là. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le marché boursier, donc les marchés financiers. Et c'est là que le fonds commun intervient. Donc, le fonds commun, c'est un placement sur le marché boursier. Mais ce qui fait qu'il est intéressant, c'est que vous placez avec
plein d'autres personnes. Donc, le risque, parce que vous savez, sur le marché financier, il y a un grand risque, hein. Le risque de perte de son, comme parce que la valeur de l'action va baisser, est grande. Mais si vous allez avec plusieurs autres personnes, ce qui arrive, c'est que si il y a une perte, vous tous vous partagez la perte. Donc, vous ressentez moins la perte à aller avec un fonds commun de placement. Et les intérêts, donc ce que vous allez recevoir comme intérêt dans un fonds commun de placement est assez comme intéressant, beaucoup plus intéressant que les deux autres que j'ai cités. Et vous savez ce qui est intéressant avec les fonds communs de placement, vous pouvez toujours les retirer à chaque fois et votre banque va s'assurer de bien évaluer comment est-ce que vous êtes à l'aise avec le risque avant d'aller avec ce type de placement-là. Moi, je dirais de regarder votre situation financière et puis de choisissez votre placement en fonction de ce que vous êtes à l'aise à accepter comme risque. OK? Et puis surtout, à quel niveau de votre vie vous êtes. Rappelez-vous que votre vie, elle est continue. Hein? Vous êtes encore là pour longtemps. On n'est pas obligé de se presser pour aller avec un fonds commun aujourd'hui. Si on a juste besoin d'un compte épargne à intérêt élevé, ça fait l'affaire. Quand vos besoins vont grandir, vous irez avec un fonds commun de placement, etc. Mais c'est vraiment, c'est de la finance personnelle. Prenez-le comme de quoi moi j'ai besoin. Les pressions des banques et puis des autres institutions financières, on va en avoir souvent. OK? Donc, je veux dire aussi merci au bureau de la réussite étudiante de nous avoir invités aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous sommes là pour vous donner cette belle présentation. J'espère que vous avez apprécié. Vous allez recevoir aussi un sondage pour juste me donner votre retour pour savoir ce qu'on doit améliorer pour les prochaines fois. Ça me fera plaisir. Et on se voit les 11 et 13 mars prochains pour vos déclarations de revenus. Est-ce qu'on avait d'autres questions avant de terminer? Oui, Anna. Oui, oui, oui. Vous pouvez toujours nous contacter, Déborah. Va se faire un plaisir de vous répondre. Déborah et ses collègues, ils vont faire un plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous contacter à tout moment quand vous avez des questions. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Dans le guide que vous allez recevoir, vous aurez toutes les informations pour nous contacter en tout temps. Donc, notre site web, c'est passeconsulting.com. Puis, comme je dis, on est très actifs sur les réseaux sociaux, hein. Donc, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok même. Partout. C'est vous. C'était un plaisir pour moi de discuter avec vous aujourd'hui. Merci encore et puis bonne chance pour vos examens. Merci.